La chronique sport, la page sport, comme tous les lundis, tous les résultats et puis également les événements à venir. Bonsoir Anthony. Oui, bonsoir Wilfried. Principal événement ce week-end, c'est le Vert Trail, ce trail qui commence de jour et qui est fini de nuit, qui est organisé samedi par les élèves du lycée Marie Curie de Versailles, dont est présent ce soir sur le plateau Lou Prigent, qui est élève de seconde au lycée. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et tu es accompagné d'un de tes professeurs de PS et qui est co-organisateur de l'événement, Fabien Combalizier. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci de votre accueil. C'est avec plaisir. Mais juste avant de parler un peu du projet, puisque c'est un projet pédagogique à vocation sportive, je vous propose de parler de tennis de table, puisqu'à Elancourt, on connaît bien l'équipe féminine qui évolue en Pro B, qu'on suit tout au long de cette saison. Mais quelques tables plus loin s'entraînent désormais les pongistes handisport autour de Florence Sirogosio, l'athlète paralympique que nous avons reçu sur le plateau à plusieurs reprises. Qui était au JO de Londres, qui était au Jeux JO paralympiques tout à fait cet été. Donc une section à part entière qui fonctionne désormais à plein régime cette saison. Et j'ai eu la chance de suivre un de leurs entraînements il y a quelques jours. Il y a encore quelques mois, Florence Siro devait se sentir bien seule, obligée de s'entraîner avec les pongistes valides. Depuis, la section handisport de l'ECTT a bien grandi et compte désormais 7 licenciés. Tout commence il y a 2 ans et demi. Alors qu'il prépare son diplôme d'entraîneur, Clément Gadea se tourne vers l'athlète paralympique et le tennis de table handisport. Entraîneur de joueurs valides au départ, il découvre alors une autre facette de son métier. Ce qui va être un peu différent, ça va être l'adaptation au handicap. Une personne qui va être tétraplégique ne pourra pas avoir une rotation de bassin, alors qu'un valide va pouvoir le faire. Donc il va falloir s'adapter avec le handicap. Tiens, je ne peux pas me déplacer, tiens, je vais essayer de bouger un peu plus avec mon bras. Je ne peux pas utiliser mes abdos, tiens, je vais essayer de jouer un peu plus avec les épaules. Cette approche personnalise très vite le jeu de chaque joueur, un style basé sur le déplacement pour les joueurs de petite taille comme le jeune Alexis d'Agen, ou plutôt sur l'avant-bras pour les joueurs en fauteuil. Un handicap assez haut, donc je suis tétraplégique, je suis obligée d'attacher ma raquette. Sinon, je n'aurais pas assez de force pour pouvoir la tenir longtemps et être suffisamment précise pour les placements de balles. Je la prends en fait très tôt pour pas après, sur la prochaine balle, être en retard. Désormais bien encadrés, ces athlètes s'astreignent à 4 entraînements par semaine, avec pour objectif les prochains Jeux paralympiques à Rio en 2016. C'est même dans la tête, c'est pas dans un coin, c'est dans la tête. Et ma préparation est par rapport à Rio. Après, je décrocherai la sélection ou pas, mais en tout cas, c'est l'objectif. Ce qui me fait rêver, c'est les Jeux paralympiques de Rio en 2016. Et voilà pour cette équipe paralympique du côté qui va participer sans doute aux prochains JO paralympiques. Ils en ont envie, en tout cas on l'a entendu, cette équipe handi du club de tennis de table d'Elancourt qu'on suivra bien sûr régulièrement. Oui, tout à fait. Mais on va tout d'abord passer au trail, ce trail de nuit, donc le Vert Trail, qui est organisé ce week-end par le lycée Marie Curie. Fabien, comment est né ce projet pédagogique ? Donc ça a commencé dès le mois de septembre. On pourrait même dire en amont au mois de juin lorsqu'on a décidé d'ouvrir des enseignements d'exploration en EPS au lycée Marie Curie. On a pris un biais différent, on s'est dit on ne va pas refaire 2 heures de PS comme d'habitude, on ne va pas faire un cours que théorique, on s'est dit on va leur faire vivre une expérience à part entière, on va organiser une épreuve sportive, grand public. En tout cas on se lance dans le projet, puis si les élèves sont bons, eh ben, il y aura une course. Et les élèves justement, ils ont adhéré tout de suite. Lou, ça t'a plu cette idée d'organiser complètement un trail ? Ben oui, parce que c'était une nouveauté et qu'on n'avait jamais pu faire ça avant et... Voilà. Qu'est-ce que tu as découvert dans l'organisation de ce trail ? Peut-être l'organisation d'une compétition, c'est pas juste le jour de la course, il y a plein de choses en amont. Bah, je pensais pas que ça allait être aussi long et qu'il allait avoir... qu'on allait devoir voir... tous les points de la compétition, c'est ça. Et que c'était aussi long. Et Fabien, vous me disiez hors antenne qu'il y a eu la création du site internet, puisque le trail est mis sur internet, un site que les élèves ont créé, c'est ça ? Plus les opérations à côté ? Oui, alors exactement. On a eu une élève, en gros, c'était une réunion de départ où chacun s'est proposé pour les diverses missions que les élèves ont repérées par eux-mêmes. Nous, on a noté les idées au tableau et finalement, on s'est retrouvé avec 10 grandes missions. On a Heather, une des élèves de la classe, qui a fait un super site web, c'est vertrail.com, ça vous fait un petit peu de pub pour aller voir. Vous retrouvez toutes les informations dessus, tout le contenu est réalisé par les élèves, alors des moments, effectivement, on les aide. Et comme dit Lou, c'est effectivement un projet qui était assez long puisque les élèves ont fait toutes les démarches administratives eux-mêmes. Ils sont allés contacter les institutions pour avoir des financements, c'est ça,
Des Exactement. sponsors. Donc, il y a eu plusieurs commissions, mais Lou, je pense, peut vous en parler peut-être un petit peu. Tu as participé à quel projet là-dessus, justement? Moi, j'étais dans un groupe où on devait s'occuper du budget. Donc, on allait au Conseil général des Yvelines, à la mairie. Donc vous avez démarché en fin de compte pour Ouais. essayer d'avoir un budget pour la course de samedi. Ouais. D'accord. Et alors, Ce qui sera de nuit, hein, un trail nocturne. Pour ceux qui suivent les indications qui sont affichées à l'écran, un trail nocturne. qui commence de jour, mais dont la majeure partie se déroule une fois que le soleil est couché. Et que, justement, ce parcours que vous avez mis en place, toujours en collaboration avec les élèves, il a des spécificités? Oui, alors on a, pour le coup, là je suis content que Lou nous accompagne aujourd'hui. Elle a un papa qui est un grand trailer. Et du coup, on a fait des propositions de chemin aux élèves. On savait que derrière, le tout devait être validé par l'ONF, que je tiens à remercier particulièrement ce soir, puisque grâce à Madame de Brito, on a eu l'ensemble des autorisations, sans quoi la course n'aurait pu avoir lieu. Donc les élèves choisissaient entre gros chemins, chemins un peu plus petits, en fonction de la réglementation des forêts, et plutôt pentu, plutôt un peu moins. Et je me rappelle Lou m'avoir dit plusieurs fois dans le repérage, c'est un peu trop facile là. Ils pensaient aux concurrents, ils essayaient de mettre un peu de baume à l'ouvrage. Exactement, donc il y a des vraies zones techniques avec quelques très belles descentes. Qui dit très belle descente dit très belle montée. On a 370 mètres de dénivelé positif sur le parcours. Le parcours peut être fait en relais également. Donc le dénivelé a été réparti sur les deux blocs de 9 km de manière assez équitable. Avant de parler plus spécifiquement de ce qu'est le trail de nuit, je vous propose tout d'abord de parler de bowling, Wilfried. On change de sujet alors. On change de sujet. Est-ce que vous pratiquez le bowling fréquemment? Alors ça m'arrive, mais vraiment en amateur. Hein. Le score à peu près 100, Ah non, 115, on rentre 120? pas dans les détails. Eh bien, au club de plaisir, c'est une des écoles de bowling les plus importantes de la région d'Île-de-France. Parce que c'est un sport. Aussi, c'est un vrai sport. C'est un éternel débat, mais il revendique que c'est un sport. Et depuis quelques mois, dans ce sport, les bouleurs de plaisir trustent tous les podiums dans les catégories de jeunes. Du coup, avec Élodie Moine, nous avons voulu comprendre les raisons de ce succès. Le bowling club de plaisir où l'usine a championne. Sur la piste 1, Angie Grob, l'enfant du club presque élevé, une boule à la main, la championne régionale 2012 a été la toute première licenciée du BCP. Sur la piste 2, Chloé Pédejoin, 9 ans, vice-championne des Yvelines. Pour une demoiselle, le bowling peut s'avérer être une activité surprenante, surtout pour ses amis. Elles disent, je savais pas que ça se faisait en sport, le bowling. Avec un record à 223 points, Victoria Goutorp, 17 ans tout juste, affronte déjà les joueurs seniors. De cette réussite sur les pistes dépend beaucoup la complicité entre le joueur et sa boule. Une arme qui devient très vite le prolongement du bras. Dès que je vais au bowling, je la prends. Sinon, j'aime pas aller au bowling sans parce que j'y arrive plus à jouer sans en fait. C'est quoi, c'est de la superstition un petit peu? Non, c'est juste qu'on a l'habitude et c'est fait à nos doigts, donc c'est sur mesure en fait. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vitesse de la boule et le strike ne sont pas l'obsession des bouleurs. Le strike est, je dirais, la cerise sur le gâteau pour moi. Le jeu pour les jeunes aujourd'hui, c'est d'enlever les 10 quilles en 2 fois. Et d'essayer de faire le maximum de quilles sur une première boule. Le bowling n'est pas un jeu de force, n'est pas un jeu de rapidité. Donc plus vous êtes calme, plus vous allez être précis, plus vous aurez de performance. Et les 20 jeunes de l'école de bowling de plaisir semblent avoir compris cette philosophie. Tu as fait une compétition avec les jeunes là qu'on a vu? Oui, malheureusement, je me suis fait battre, mais je ne suis pas un expert du strike. Ils ont l'air assez doués, Oui, tout à fait. On va revenir au trail de ce week-end, le Vert Trail. Ça a interrogé beaucoup Wilfried avant l'antenne. Quelle est la différence entre courir de jour et de nuit? Est-ce qu'il y a une perte de repères? Oui, alors là, effectivement, c'est gros changement. La vitesse de déplacement, si on veut aborder d'un point de vue technique, va être plus lente. Parce que les appuis au sol sont moins sûrs. Du coup, quelqu'un qui ferait un trail habituellement plutôt à 13 km/h risque de courir au moins 1 à 2 km/h moins vite sur l'ensemble de l'épreuve. Et surtout, la fatigue va croître de manière exponentielle parce qu'il y a le problème d'acuité visuelle. Chaque concurrent est équipé d'une frontale, certains d'une frontale toute simple. Comme on le voit sur les images, là, justement. Exactement. Et puis d'autres ont des frontales très puissantes. Ça peut aller, la puissance des frontales peut être multipliée par 10 et du coup on n'a pas du tout la même acuité dans les chemins. Et ça veut dire qu'on se blesse aussi plus facilement?
Il y a un risque de blessure. Moi, je dirais que les appuis soient moins sûrs. Je dirais pas jusque-là. Je pense que inconsciemment ou consciemment d'ailleurs, on s'adapte à la vitesse. C'est-à-dire une descente qu'on ferait 2 jours peut-être à 20 km/h dans une descente caillouteuse, on va la passer à 15 à l'heure en ayant l'impression d'être à 20 km/h. C'est ça qui est assez exceptionnel dans le trail nocturne. La spécificité, comme tu en parlais, c'est qu'on va partir 2 jours pendant, je pense, une vingtaine de minutes. Pour les premiers, surtout, c'est ça ou... Ouais, pour tout le monde, puisqu'on part tous ensemble. Comme le disent nos élèves, c'est une course réservée aux amateurs et aux professionnels. Et effectivement, on va dire que certains vont faire peut-être 4 ou 5 km de jour, tandis que les autres en feront que 2,5. Mais ça va être assez sympa ce moment où on passe la nuit tombante, ce qu'on appelle le crépuscule, à la lumière par les frontales. Et là, il y a ce temps d'adaptation pour l'œil, pour la vue, entre le jour et puis on passe à la nuit. Effectivement. Ça doit être compliqué à gérer, non? Et il y a aussi l'aspect technique du fait que tous les concurrents vont peut-être pas vouloir allumer leur frontale en même temps. Et à partir du moment où ça commence à être allumé, l'œil est attiré par ce qui brille. C'est plus compliqué. Le regard est toujours porté vers le bas parce qu'on a besoin de contrôler ses appuis. La prise d'information pour suivre le parcours. La grosse difficulté, c'est de ne pas se perdre. Du coup, nos jeunes organisateurs vont avoir une grosse mission tout vendredi soir et tout samedi. C'est de faire un balisage proche du sol, plutôt à 1 mètre, mettre des bâtons de lumière et 18 km à baliser avec des bouts de rubalise tous les 20 mètres. Je pense qu'on va passer... Il y a du travail. Il y aura plus de monde justement pour encadrer la sécurité tout au long de la course par rapport à une course traditionnelle, un trail traditionnel en plein jour. Est-ce que vous mettez plus de monde au bord du parcours ? Effectivement, je pense que sur le trail de Manille-les-Hameaux, où j'ai été concurrent récemment, il y a peu de signaleurs sur le parcours puisque c'est 2 jours et que c'est très bien balisé. Sur un trail nocturne, on ne peut pas prendre le risque qu'une rubalise ait été coupée parce qu'on ne voit rien. Donc on a la chance d'avoir une grosse main-d'œuvre de bénévoles. C'est toute l'équipe d'organisation. Ils sont combien d'ailleurs ? 36 élèves, des élèves de seconde 8 et de seconde 7 du lycée Marie Curie. Et une dizaine de personnes en permanence dans l'espace d'accueil qui est la halle d'athlétisme de Porche-Fontaine et 25 autres à des points essentiels sur le parcours, en relation directe par téléphone avec une unité mobile de premier secours qui sera au milieu du parcours et sur l'aire d'arrivée. Et alors au niveau des inscriptions, c'est complet, on peut encore s'inscrire, on peut le faire en relais, Wilfried et moi par exemple. Donc, alors on vous le dit aujourd'hui avec Lou, nous on vous invite. Je fais la partie de jour et je vous laisse faire la partie de nuit. Exactement. Non, à l'heure actuelle, on est à 150 inscrits. Il y a encore de la place, on peut encore accueillir 100 personnes facilement jusqu'à samedi. Dans la mesure du possible, on souhaiterait que les gens s'inscrivent. On peut s'inscrire. Le mieux, c'est de s'inscrire sur Internet, c'est ça? Exactement. Sur le site vertrail.com. Exactement. Vertrail. Alors, pour la petite histoire, ça a été inventé par les élèves. On a eu 25 noms sur le tableau, puis ils ont voté, Et le Vertrail, en fait, a fait l'adhésion dès le début. C'était un mélange de vert comme la couleur, du début de Versailles, et puis le mot trail. D'accord. Ça veut dire qu'il faut s'habiller spécifiquement ou pas aussi? Il faut s'habiller en vert? Non, ça n'a rien à voir. Il faut être en jaune en tout cas, il faut des gilets. Non, alors les signaleurs, eux, auront des gilets réfléchissants. Ceux qui font la course, pas d'équipement particulier à prévoir pour participer? Non, sur 18 km, le trail par définition, c'est une course en autonomie. On va essayer de rajouter une petite plus-value avec quand même un ravitaillement en eau à mi-parcours. Il suffit d'être bien habillé en fonction de la température du jour, mais dans les bois... Donc ce sera frais, forcément frais, vu que ça se rafraîchit pour la petite météo du jour. Je parlais de relais, il y a plusieurs formules ce week-end. Il y a une formule en individuel et en relais. C'est ça, on peut quand même... Pour les moins courageux, on peut faire jour et puis nuit à un autre partenaire. Effectivement, 18 km seul, c'est une des possibilités. 2 fois 9 km, c'est la deuxième. Et la troisième, c'est 4,5 plus 4,5 plus 9. Ce qui permet à tout type de concurrents de s'allier pour faire le parcours. Et on trouvait ça plus sympa d'avoir un seul départ plutôt que 3 courses espacées 16h, 17h, 18h. Tout le monde prend le même départ, mais chacun fait la dose des kilomètres qui lui plaît. Donc rendez-vous à quelle heure? C'est samedi, samedi, Lou, le retrait des dossards commence à quelle heure? Vers 15h. Exactement, 15h à la halle de Porche-Fontaine, 63 rue Raymond, jusqu'à 17h. 17h15, le briefing. Quelques minutes après, c'est le départ. On vérifie que les lampes fonctionnent bien et puis voilà. on y va. On fait un rappel aux concurrents de sécurité. Il y a une règle en trail, c'est qu'on doit assistance à tout coureur qui se blesserait. Voilà, on peut être dans le top 5 s'il y a une grosse entorse.
et qu'on est à ce moment-là à côté de la personne qui se blesse, on va l'accompagner jusqu'au point suivant où on aura un relais téléphone pour que les secours puissent se déplacer. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de cet événement qui se déroule donc du côté de Versailles. N'oubliez pas le site internet pour toutes les informations. Merci. Anthony, on poursuit la chronique sport. On va parler de capoeira à présent. Oui, capoeira, un sport dont on parle peu finalement, mais qui est très spectaculaire. Et ce week-end avait lieu la 10e rencontre internationale à Elancourt, où des maîtres d'un peu partout dans le monde venaient s'affronter. Et Valérie Auribeau et Patrick Jacques de Dixmude ont suivi les acrobaties de ces maîtres pour l'occasion. 25 maîtres étaient venus de toute la France et de divers pays d'Europe pour la 10e rencontre internationale de capoeira à Elancourt. Jugés par d'autres maîtres que leurs instructeurs habituels, chacun participait au stage afin de passer sa 2e ou 3e corde. Le principe de la capoeira, c'est que ça se joue ce qu'on appelle une roda. Et cette roda est conduite par de la musique. Et cette musique qui, on va dire, propulse l'énergie. Donc c'est pour ça que vous avez une énergie qui émane de ce chant et qui donne envie d'applaudir, de chanter et d'accompagner les capoeiristes qui sont dans la roda. Les figures totalement improvisées nécessitent l'écoute de l'autre pour éviter les coups. Pas besoin d'être souple, la souplesse s'acquiert au fil du temps, la maîtrise des acrobaties aussi, jusqu'au dépassement de soi. C'est un sport qui est une recherche individuelle, mais aussi collective. Parce que comme vous voyez, on joue dans une rode et c'est le groupe qui propulse l'énergie, encore une fois. L'énergie, les plus petits en ont à revendre. Pour eux, c'était un premier baptême, une première fois réussie. On a commencé ça cette année. On a ouvert le créneau 4 ans, 6 ans. Et on a eu une belle, une belle réussite là-dessus parce qu'on a plein de petits qui sont venus et qui sont super dynamiques, qui en veulent. Et c'est encore mieux de commencer cet âge-là parce qu'ils sont complètement... comme ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils se lancent à corps perdu. Ça s'est bien passé, j'aime bien la capoeira. J'ai eu le cœur qui battait, mais ça s'était bien passé. Et j'ai bien aimé. L'association Belo Horizonte Capoeira compte aujourd'hui 70 adhérents de tous âges.